Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de WWE Clash at the Castle Scotland qui a eu lieu donc hier soir. On va revenir dans le détail sur tout ce qui s'est passé et sur ce que j'ai pensé de ce show. Voilà, je vais faire comme d'habitude les notes, le graphique et je vais revenir point par point sur chacun des matchs. C'est le canevas habituel. Allez, sans plus attendre, je vais vous présenter le poster du show avec sa note globale et un résumé des premiers éléments déjà sur ce que j'en ai pensé. Voilà, donc je vais vous présenter donc le poster du show avec sa note globale. Voici le poster. Donc j'ai donné à ce pay-per-view la note de 3,5. Un show plutôt correct, je dirais, dans l'ensemble. La même note que King and Queen of the Ring, le pay-per-view précédent. Bien que j'ai trouvé ce Clash of the Castle un poil meilleur, de par son in-ring, plus qualitatif dans l'ensemble. Certains résultats plus imprévisibles et un public écossais plus enthousiaste, comme on pouvait s'y attendre. Un show qui a permis de raconter quand même pas mal de choses à pratiquement chaque match. Cody Rhodes a nouveau empêtré dans les affaires de la Bloodline, et teasant même déjà un duel face à Orton. Le règne de Belair et Cargill qui touche déjà étonnamment à sa fin, et quid de Cargill et de ce qui va se passer pour elle, nous offrant donc en plus l'une des plus grosses surprises de l'ère Triple H avec ce résultat. Gable échouant à nouveau dans sa tentative de conquête du titre intercontinental avec des relations avec Otis qui risquent de se tendre encore davantage, jusqu'à atteindre probablement le point de non-retour. Piper Niven qui perd sa chance au titre devant son public mais sans démériter, avec possiblement de nouvelles ambitions pour l'avenir et peut-être même en solo. Et enfin Drew McIntyre arnaqué pour la troisième fois et poussant jusqu'à l'extrême les tensions avec son rival du moment, provoquant la clim de l'année face à un public médusé. Tel fut le résumé donc d'un show assez mouvementé qui va apporter pas mal d'intérêt au weekly à venir, du moins je l'espère. Le Raw de demain s'annonce déjà comme mémorable pour diverses raisons. Il ne faudra le rater sous aucun prétexte. Je vais à présent donc vous présenter le graphique détaillant les notes que j'ai attribuées à chacun des matchs. Je reviendrai ensuite sur ce que j'en ai pensé comme d'habitude. Voici donc le graphique avec les notes. Cody Rhodes contre AJ Styles, 4 étoiles 1 quart. Le Freeway Women Tag, 3 étoiles. Sami Zayn contre Chad Gable, 4 étoiles et quart. Bayley contre Piper Niven, 3 étoiles et demie. Et enfin le main event entre Damien Priest et Drew McIntyre, 4 étoiles. Voilà, maintenant je vais rentrer dans le détail de chacun des matchs, en allant bien sûr dans l'ordre de chacun d'entre eux. On va donc commencer par Cody Rhodes contre AJ Styles, donc pour l'Undisputed Championship, et c'était donc dans un I Quit match. Un choix d'opener qui peut surprendre, mais c'est vrai que Drew McIntyre en main event, c'est vrai que c'était plus logique. C'est vrai que j'avais dit Cody AJ, ce sera probablement le main event, mais j'ai pas suffisamment réfléchi, j'avoue, j'ai dit une connerie. C'est vrai que Drew, en main event, c'était plus logique, ça faisait sens, et ça permet en plus d'avoir ce I Quit match dès le départ. En plus ça permet de lancer le show sur un match bien bourrin et péchu, à l'image de l'opener de Backlash, donc c'était pas un choix déconnant. La présence de Mama Rhodes me faisait quand même un peu peur quant à la fin possible de ce match, avec notamment un abandon de Cody parce que AJ voire Gallows Anderson s'en prendrait à sa mère. J'y avais pensé. Bel accueil en tout cas sur les chants Cody Rhodes, façon Daddy Cool, comme on l'a pu l'entendre aussi en kick-off la veille. Le rappel des règles par l'arbitre n'était pas franchement nécessaire. On va dire qu'il était plus là pour donner un côté réaliste qu'autre chose. Et la fusion avec l'UFC oblige, je pense. C'était cool d'aller dans le public et surtout en coulisses. Ça n'arrive pas tant que ça dans ces derniers temps. Et j'aurais même aimé que ça dure plus longtemps. Ce qui était aussi l'occasion de voir la Gorilla Position et très furtivement Robert Hood, pour ceux qui ont été assez vigilants. Brainbuster d'AJ sur la table des commentateurs qui était assez impressionnant. Les interactions entre AJ et Mama Rhodes continuaient à me faire peur. Ça a permis en tout cas à ce moment-là à Cody de se blider.
un grand classique de la famille Rhodes. Hein. Y a qu'à voir le dernier Dynamite cette semaine, hein, avec Dustin. Mais bon, c'est quand même moins courant de voir ça chez VVE. Joli rappel au Styles Clash, hein, de son faux segment de retraite, hein, de la part d'AJ, mais contré cette fois-ci par Cody avec un back body drop. Faire pass out Cody, hein, n'a en effet pas grand intérêt dans un I Quit match, hein, c'est ce qu'a fait AJ à un moment donné. Mais du coup, ça va obliger AJ à réveiller Cody avec de l'eau. Bon, c'est pas un spot inédit d'ailleurs. Mama Rhodes tente même de gifler AJ du mieux qu'elle peut, mais c'est compliqué, elle a du mal. J'ai beaucoup ri au spot où AJ se prend une chaise en pleine figure, puis retombe sur la table à l'extérieur. Le move est très réussi, mais ça donnait un côté cartoonesque et ça m'a bien fait rire. J'ai même applaudi en direct. C'était vraiment un joli strike. C'était très fun à regarder. En tout cas, ça va permettre à Cody de récupérer la clé et de se libérer de manière bien plus efficace que ne l'aurait fait Paul Heyman, hein, puisqu'à ce moment-là, Cody a été menotté, hein, et on se souvient comment Paul Heyman avait galéré avec les menottes. Le comeback de Cody est alors ultra popé, hein, par la foule. On verra alors 3 crossroads consécutifs, dont le 3e sur une chaise. Cody va alors remenoter AJ, cette fois-ci à son tour, aux cordes, et le tabasser avec une chaise. La fin m'a un peu déçu, je dirais, sur le moment. Cody qui menace d'écraser AJ avec les escaliers d'acier. Si sur le principe c'est crédible, hein, de dire I quit à ce moment-là, hein, quand on est menacé de se faire écraser par des escaliers d'acier, je m'attendais tout de même à une fin, je dirais, plus flamboyante et surtout plus visuelle. Une image qu'on aurait pu garder en mémoire longtemps, hein, comme du temps de Cena, et c'est probablement aussi peut-être pour ça que j'ai été légèrement déçu par cette fin. C'est peut-être parce qu'on est aussi habitué à ça, au match à la Cena, au match épique, avec des images qu'on n'a pas oubliées, avec tout un tas d'armes en tout genre, des étranglements et des images assez saisissantes. Et c'est vrai que là, bon, j'ai trouvé que c'était un poil anticlimatique, mais vraiment un poil, voilà. Ça c'est juste pour pinailler, mais ça reste une impression personnelle. Bon, Cody va tout de même balancer, hein, les escaliers d'acier sur AJ après le match, hein, comme pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette rivalité et se venger, hein, de cette trahison d'AJ, hein, à la base. Hein. Le post-match, évidemment, il faut en parler, avec un Cody attaqué par d'abord Solo Sikoa qui arrive. Juste à côté de lui, il regarde à droite alors qu'en fait il était à gauche, et puis derrière Tama Tonga Tangaloa qui attaque, et donc la Bloodline à 3 contre 1 sur Cody, et ensuite on s'en doutait, Randy Orton et Kevin Owens pour faire le save. On ne perd pas de temps, et du coup Cody tient déjà son prochain programme, hein, finalement des retrouvailles en quelque sorte, même si c'est avec je dirais une Bloodline recomposée, mais Cody retrouve la Bloodline à nouveau, donc ça, on verra comment ça va se passer. On sent déjà d'ailleurs le 3 contre 3 possible pour le Money in the Bank, hein, ce qui signifierait alors pas de défense de titre pour Cody à Toronto, mais ça reste à confirmer. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est le bref coup d'œil de Randy Orton sur la ceinture de Cody, hein. L'image change vite, enfin on passe vite à un clip juste après, donc c'est très furtif, mais si vous regardez bien l'image, on voit que Randy effectivement a un œil sur la ceinture de Cody. Donc on sent que possiblement le Cody Orton aura lieu, chose que j'indiquais d'ailleurs aussi dans ma précédente vidéo, en disant que Cody ne perdrait pas son titre tant que ce Cody Orton n'aurait pas lieu. Et vu ce coup d'œil furtif de Randy sur la ceinture de Cody, on peut déjà se dire que le titre sera en jeu, hein, lorsque ces deux-là s'affronteront. Mais j'espère, quand même que Orton ne sera pas à nouveau heel pour l'occasion, car il n'y en a pas spécialement besoin, et d'autant plus qu'il est très over actuellement, donc je trouverais ça un peu dommage. Ils peuvent tout à fait faire ça dans un face contre face, on a tout à fait vu ça dans le passé, on n'est pas obligé d'avoir un heel et un face bien établi, hein. Ça peut aussi fonctionner avec Cody Orton face, quoi. Bref, ce sera forcément un élément à garder en tête, hein, ce qu'a fait Orton, lorsqu'il faudra possiblement pronostiquer ce 3v3 qui s'annonce au Money in the Bank, hein. Ça, on le verra dans quelques semaines. Concernant l'évaluation du match, je trouvais que c'était un bon match dans l'ensemble. En dessous, je dirais quand même, cependant, de Backlash, avec une stipulation qui n'a jamais été ma tasse de thé. Moi, ce qui m'emmerde, c'est le côté, toujours pareil, quoi. C'est l'arbitre qui tend le micro, ça hache le match pour dire alors t'abandonnes, tu dis quoi, et puis l'autre, screw you.
Never que des choses comme ça, hein, on a vu ça 100 fois. J'ai du mal à voir ça dans le catch. C'est un peu comme si tu essayais d'interviewer un joueur de foot en plein effort sur le terrain, quoi. Ça va pas, quoi. J'ai du mal avec ça. Et quand même l'arbitre il est revenu souvent là-dessus à la charge avec son micro. J'aime pas trop ces stipulations. Je pense qu'on pouvait, j'ai compris l'idée, hein, du high quit, hein, par rapport à la retraite, hein, il y a un parallèle à faire avec ça, mais j'aurais préféré, quitte à finir la feud, j'aurais préféré que ce soit avec une stipu, certes sans DQ, mais autre que celle-ci. Ça aurait pu être, je sais pas, un last man standing, un street fight, quelque chose comme ça. Bref, déjà, je suis pas fan de la stipu, mais en tout cas, la violence était au rendez-vous. Les armes, les accessoires furent variés, hein, on en a eu pour tous les goûts. On a eu notre balade dans le public, et même en coulisses, hein, bien qu'elle fût trop courte à mon goût, comme je le disais tout à l'heure. On a eu Mama Rhodes pour le drama. J'ai même eu peur donc qu'elle soit la cause de l'abandon de Cody, heureusement que non. Ma grande surprise quand même fut aussi de voir l'absence totale de Gallows et Anderson, qui pour moi, sur le principe, n'avait aucun sens, cette absence, puisqu'ils ont été présents dans le build-up de ce match, notamment la veille encore à SmackDown. Donc j'aurais alors préféré voir un segment backstage où l'on voit AJ dire à Gallows et Anderson qu'il n'a pas besoin d'eux et qu'il veut régler ça d'homme à homme. Ça aurait au moins permis de justifier cette absence assez étrange. Voilà, ça c'est mon petit avis là-dessus. Mais ils ont privilégié la feud à venir avec l'inévitable Bloodline, bien évidemment. Cody ne pouvait à mon sens pas perdre ce match, hein. On est aux prémices du super Cody là en mode Cena, ça se sent. Il faudra faire attention, hein, ne pas lasser les gens à la longue, hein, comme je l'avais déjà dit. J'ai donc donné un 4 étoiles écart à ce match assez fun, brutal et plutôt bien raconté, malgré une fin que j'aurais souhaité plus marquante et originale. Quant à AJ, comme je le disais, je pense que la TNA pourrait bien être une option pour lui. On sait d'ailleurs, depuis ce matin, hein, c'est tout frais, que grâce au partenariat actuel entre VVE et la Noah, AJ Styles va affronter Marufuji le 13 juillet à Noah Destination 2024. Donc un match qui sera forcément à suivre. Et peut-être un candidat au top 5, hein, ça on verra bien. La fin de carrière d'AJ en tout cas semble se dessiner davantage hors de la VVE qu'à la VVE elle-même. Et je suis curieux de voir tout ça, hein, tout comme aussi le Io Sky contre Utami Hayashishita du côté de la Marigold, également à la même période, hein, d'ici la mi-juillet. Voilà, maintenant on va passer au match suivant. Le Triple Threat Women Tag, donc comptant pour les titres féminins tag, entre Alba Fire et Ella Down, Bianca Belair et Jade Cargill les championnes, et Shayna Baszler et Zoe Stark. J'ai donc donné un 3 étoiles à ce match. Comme je le pressentais, l'accueil réservé à Fire et Down fut sympathique, mais loin d'être extatique. Bianca mène la danse, hein, ce début de match. Elle domine largement les débats. Jade Cargill, pour le coup, entrera plus tôt que d'habitude dans le ring. Mais ici, nous avons donc affaire à un triple threat avec 3 femmes légales, hein, chose qu'on n'a pas toujours eu dans le passé. Mais là, c'était le cas. On a alors droit à un 2 contre 1 sur Cargill de la part d'Alba Fire et de Zoe Stark. Le double follow-away slam de Jade se passe sans encombre. Les championnes combinent alors à 2. Là aussi, c'est plutôt propre. Il y a clairement qu'une seule équipe là dans ce match. Ça permet aux deux autres équipes, alors les Challengers, de changer de tactique en décidant de faire du 2 contre 1 en permanence. Hein, elles auraient peut-être dû y penser plus tôt. Et on peut dire que ça fonctionne à ce moment-là. Belair sera celle qui jouera la cible patentée jusqu'à ce que Zoé et Shayna se retournent contre les Écossaises, hein, provoquant évidemment les huées du public. Une phase de domination de Zoé et de Shayna. Cargill, pendant ce temps-là, roupille à l'extérieur, en attendant son inévitable hot tag. Alba Fire aura alors un beau passage, avec notamment un beau somersault plancha à l'extérieur. Cargill obtient ensuite son hot tag, et malheureusement se casse la figure en prenant appui sur la corde. C'est assez terrible pour elle. Elle multiplie ensuite les Spinebusters et est prise dans la Kirifuda Clutch de Baszler. Et bizarrement, on voit que Jade semble taper. Mais bon, l'arbitre ne dit rien, même Michael Cole le dit, c'est bizarre. Est-ce qu'elle tape là? Un petit peu quand même, bon bref, c'est pas grave. Jade Cargill donne ensuite un coup de pied dans le vide, ou presque, on va dire, à Shayna, suivi donc de la fameuse combinaison à 2 des championnes, hein, la petite brouette, hein, avec la German Suplex, à laquelle on commence donc à être habitué. Mais Jade ne peut pas faire le tomber, puisqu'elle est attrapée au passage par Ayla Dawn, qui va la renverser avec une German Suplex, et Ayla Dawn va ramasser les miettes en faisant le tomber sur Shayna.
incroyable sensation là. La surprise est juste énormissime. Fire et Down deviennent les nouvelles championnes tag. Gros feel good moment, hein, bien sûr, pour le public écossais. Mais très franchement, ce résultat m'a mis sur le cul. Très franchement. J'avais déjà parlé sur ma chaîne récemment du manque de surprise sous l'ère Triple H, et je déplorais ça justement, mais et bien force est de constater qu'ici, ils en auront fait une énorme surprise, car très franchement, d'un point de vue pur kayfabe, les Écossaises n'ont en rien mérité ce title shot, sur le principe, et quand on voit le dernier Raw, où elles se sont fait démonter par Shayna et Zoé en seulement 2 minutes 30, jamais à ce moment-là, je me suis dit que les Écossaises avaient la moindre chance, ou du moins la meilleure des choses qui pourraient leur arriver, c'était d'éviter le pin en Écosse, afin d'éviter les 2 défaites consécutives, quoi. Et en effet, Zoé et Shayna auront cette fois-ci pris le pin, mais quel coup de tonnerre en tout cas, possiblement, je pense, la plus grosse surprise, même de l'ère Triple H jusqu'à maintenant, ou en tout cas l'une des plus grosses. Maintenant, on peut aussi se dire qu'après avoir écouté la conférence de presse de Triple H, il y avait aussi un autre élément que j'ignorais alors, et j'avais pas entendu que Michael Cole aussi en avait fait référence à la fin du match, c'était malheureusement le tragique décès de la mère d'Alba Fire le 17 mai dernier, qui a été heurtée par une voiture alors qu'elle et son mari, le père d'Alba Fire, étaient en vacances et en chemin pour venir visiter leur fille à Orlando. Son père a survécu, mais hélas, pas sa mère. Alors on est en droit se demander si ces titres surprises ne sont pas un cadeau offert à Alba Fire en particulier suite à ce tragique accident. Ce n'est pas impossible, et en soi ça ne mange pas de pain de l'avoir fait. Ça donne un feel good moment au public écossais, et ça récompense aussi 2 personnes peu mises en lumière depuis qu'elles sont dans le main roster. Et au passage, elles font tout de même le doublé des titres Women Tag de NXT et des titres Women Tag du main roster. C'est pas donné à tout le monde. Et je pense que très peu de gens auraient misé un copec sur cette victoire, moi y compris. Mais on peut aussi se dire qu'avec autant d'Écossais impliqués dans ce pay-per-view, il fallait sans doute donner au moins une victoire à l'un d'entre eux, afin d'éviter d'irriter le public écossais s'ils avaient fait Fanny. En revanche, en live, je me suis dit qu'après cette victoire inattendue, les chances de voir McIntyre s'imposer étaient encore plus réduites, très franchement. Quant à l'évaluation du match, c'était assez oubliable, je dirais, assez passe-partout, plutôt weekly-esque, je dirais même. Mais il y a tout de même la tentative de nous narrer quelque chose avec les championnes qui dominent, les 2 autres équipes qui combinent alors pour s'attaquer à elles, avant la trahison de Shayna et Zoé, et enfin ce finish en ramasse-miettes pour le feel good moment. In-ring, je n'ai pas grand chose à reprocher aux filles, si ce n'est encore, malheureusement, Cargill qui aura encore vécu son trou d'air habituel. Il va vraiment falloir qu'elle travaille d'arrache-pied si elle veut un jour prétendre à un titre solo, parce que c'est pas demain la veille là pour l'instant. D'ailleurs, je me demande à quoi va aboutir cette fin de règne assez prématurée de Jade et Bianca, car il me semblait que le fait de les mettre en équipe était une bonne idée pour que Jade se fasse la main en attendant de partir dans une carrière solo. Vont-elles reprendre les titres par la suite, ou bien vont-elles déjà splitter? La question se pose. Peut-être que les matchs de qualif du Money in the Bank sont aussi le signe que les 2 vont tenter leur chance en solo pour tenter de se qualifier pour le ladder match. J'espère ne pas voir un turn, en tout cas entre les 2, car ça n'aurait pas de sens, les 2 n'ayant d'ailleurs pas eu de misco pour aboutir à cette fin de règne. Ou bien, pire que ça, est-ce que c'est pas une fin de push prématurée pour Jade? C'est aussi une autre option à mettre sur la table, en considérant peut-être que qu'elle n'est pas prête, tout simplement, et qu'il va falloir encore qu'elle travaille encore au PC, qu'elle s'entraîne, avant de revenir encore meilleure, quoi. Mais on l'a vu chez All Elite, quoi. Elle en a fait des matchs chez All Elite, et on n'a pas vu une énorme progression. Donc à ce moment-là, il y a des questions à se poser, quoi. Donc on va voir ce qui va se passer pour elle. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de Jade? Voilà, ça c'est la question. S'ils veulent lui donner un push, on va dire en heal, en trahissant Bianca, pardon, je trouverais ça nul, enfin ce serait une grosse erreur, parce que c'est pas le moment en fait. Faut pas splitter, c'est trop tôt, elle est pas prête, et surtout pour un push solo, quoi. En solo, ça ne fonctionnera pas tout de suite, sinon ça va être une
catastrophe, et on le voit déjà en équipe, elle a encore des trous d'air, des moments où elle panique, et une fois que, en fait, que la mécanique se dérègle, eh bien, elle est perdue. Comme quelqu'un qui apprend un texte par cœur, qui le recrache, et tout à coup, il y a il y a le trou de mémoire, et puis là, terminé. Terminé, il n'y a plus personne. Donc voilà, moi j'ai quand même pas mal de doutes par rapport à ce que va devenir Jade. Voilà, faudra suivre ça avec intérêt. Euh, tout ça pose question et du coup, je me demande ce qu'elle va devenir. 3 étoiles en tout cas pour ce match, plutôt honnête, sans être exceptionnel, mais duquel on ne retiendra qu'une chose, à savoir le sacre des Écossaises dans leur pays et le moment feel good qui en aura découlé. Voilà, maintenant on va passer au match suivant. Sami Zayn contre Chad Gable pour le titre intercontinental. Je lui ai donné la note de 4 étoiles et quart. Superbe accueil pour Sami Zayn et énorme pop lorsqu'il va se retrouver nez à nez avec Otis hors du ring en début de match. Rien qu'en voyant ça, ça confirme que cette storyline est un total succès. Et pas qu'aux États-Unis, comme on peut le voir là, donc du coup en Écosse. Gable va ensuite faire un excellent travail sur le bras gauche de Sami Zayn, qu'il vendra d'ailleurs très bien. Le half and half suplex appliqué par Zayn était impressionnant à voir, car Gable est arrivé directement sur la tête, on l'a vu au ralenti. On assiste ensuite à une belle séquence de soumission, un crossface chacun, puis Gable qui porte à nouveau un ankle lock après l'avoir tenté en début de match. Gable donnera ensuite la ceinture à Maxine, la ceinture intercontinentale, et distraira l'arbitre pour que Maxine frappe Sami avec la ceinture, mais elle n'arrive pas, elle bloque, elle n'arrive pas à frapper Sami Zayn. Gable évite alors de justesse un Eluva Kick et réussit un superbe Chaos Theory qui provoquera un joli near fall frisson qui m'a vraiment fait croire en la victoire de Gable à ce moment-là. Gable s'en prend alors à Maxine, Otis s'interpose, la pop est évidemment énorme, Gable profite d'un saut de Zayn porté involontairement sur Otis, au lieu de Gable, pour essayer de capitaliser dessus avec un moonsault, mais Zayn l'esquive, ce moonsault, et lui applique son exploder dans le coin. Là, évidemment, Zayn s'élance pour un Eluva Kick, mais c'est tout de même évité par Gable qui va partir à l'extérieur. Gable va porter à nouveau un ankle lock à Sami près de la barricade, Zayn se dégage, et Gable alors va foncer sur la cheville blessée de Maxine après le dégagement de Zayn. Ça va entraîner, on va dire, Gable sur la cheville blessée de Maxine qui va alors s'écrouler. Le drama est total. Le regard d'Otis envers Gable vaut mieux que 1000 mots et la réaction du public est folle. Otis se retrouve alors après Maxine dans la situation où il pourrait frapper Sami dans le dos de l'arbitre, mais Otis à son tour ne le fera pas et préférera s'en aller en portant Maxine comme il a pu le faire la semaine dernière à Raw. Gable est distrait et évidemment il est dans l'endroit, il faut jamais être face à Sami Zayn, à savoir dans le coin, et il va se prendre le Eluva Kick de la victoire de la part de Zayn. Nouvelle désillusion donc pour Gable. Et je dois le dire, pour moi aussi, comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, c'était pas mon prono, et je trouve que c'est la défaite de trop là pour Gable, qui aura déjà perdu bien trop d'opportunités pour le titre intercontinental. À mon sens, c'était le meilleur moment là pour lui donner cette victoire, et j'aurais trouvé absolument parfait le scénario que j'avais évoqué donc dans ma dernière vidéo, à savoir que Otis aurait fait gagner Gable, mais de façon involontaire. On en était d'ailleurs pas très loin après que Zayn ait sauté sur Otis à la place de Gable et que Gable ait tenté son moonsault, car s'il avait réussi son moonsault, ça aurait peut-être pu provoquer ce scénario. Je trouve vraiment dommage qu'il soit passé à côté de ça, car on aurait pu avoir un quiproquo par la suite entre un Gable champion qui se pavanerait en félicitant Otis, croyant qu'il a fait exprès de le faire gagner, et un Otis toujours aussi bougon et gêné par la situation en même temps que ses compagnons. Ça me frustre de ne pas assister à cela, et à présent, vu le scénario de cette fin de match, on semble maintenant se diriger vers la fin de l'Alpha Academy telle qu'on l'a connue, et le début de la formation de la New Academy autour de Gable et des Creed Brothers, comme on pouvait s'y attendre, surtout quand on voit le regard noir de Gable après le match. Otis risque d'être la cible de ce trio dès le prochain Raw, et la hit serait même total, et peut-être que Tozawa aussi va prendre cher. Oseront-ils quand même un énième match entre Gable et Zayn, même si Sami après le match fait un signe de la main, l'air de dire que c'est terminé entre eux, là il n'y aura plus d'autre chance. Bon, ça ferait franchement beaucoup s'il y avait une autre chance, même si cette fois-ci Gable serait forcé de gagner ce fichu titre, qui est archi mérité, mais
ça me semble vraiment trop long là pour le coup. Quand bien même Triple H aime bien jouer la patience dans son booking, comme je le dis souvent sur ma chaîne, mais peut-être que la surprise serait alors de lui donner la mallette du Money in the Bank plutôt que le titre intercontinental, et ce avec l'aide des Creed Brothers, hein, ce serait aussi un scénario possible. On aura le temps d'en reparler lors des pronostics. Cependant, il faut aussi souligner que dans le QR code affiché durant ce show, hein, qui est arrivé d'ailleurs au moment de l'entrée de Sami Zayn, l'une des photos cachées que j'ai pu trouver, hein, il y en avait 5, et l'une des photos cachées était intitulée CG.jpg avec l'illustration floue d'un personnage inquiétant et la mention en tout petit en bas et indiquant You changed, you stopped saying thank you, hein, qui semble clairement être dirigé contre Gable, hein, surtout que voilà la photo CG.jpg, hein, CG les initiales de Chad Gable, et donc en disant tu as changé, tu as arrêté de dire merci. Donc ça m'embêterait quand même que le futur clan d'Uncle Audi s'immisce dans la meilleure storyline actuellement en cours chez VVE, car c'est pas leur histoire, hein, du tout, et le public est bien trop investi pour que ce nouveau clan vienne tout foutre en l'air, comme ça, là. Je m'étais aussi dit en live qu'après la prise des titres surprise des Écossaises juste avant, ça aurait peut-être fait beaucoup d'enchaîner avec une autre prise de titre juste derrière, surtout quand on n'a que 5 matchs au total. Du coup, je m'étais tout de même un peu préparé à ce scénario d'une défaite de Gable, malgré la déception que fut la mienne. Quant à l'évaluation du match, même si je ne cautionne pas ce choix de booking, quant au vainqueur du match, ça veut pas dire que le match était mauvais, hein, je vais pas critiquer ça. Le match est vraiment hyper bien construit du début à la fin. Le match est évidemment... Le catch est évidemment au rendez-vous entre ces deux très bons catcheurs. Gable fait un très beau travail au bras de Sami et le selling de Sami est de qualité. Et mis à part le beau catch réalisé, le storytelling, évidemment, hein, on l'attendait, est aux petits oignons, avec Maxine et Otis et le public archi investi dans ce qu'ils voient, et c'est bien normal. Du coup, j'ai donné un très beau 4 étoiles et quart à ce match, d'une très bonne qualité et parfaitement raconté. Un match complet donc, typiquement le match qu'une compagnie mainstream hein, comme VVE se devrait de faire plus souvent, et Dieu sait qu'ils en sont capables hein, lorsqu'ils s'en donnent les moyens. Voilà, maintenant on va passer au match suivant. Bayley contre Piper Niven pour le Women's Championship, 3 étoiles et demie pour la note. Je m'attendais à mieux tout de même en termes d'accueil pour Piper Niven, mais je pense qu'hélas, hein, c'est vrai que elle n'a pas bénéficié Piper du meilleur placement de ce match suite à la victoire de ses compatriotes ainsi que d'un match très impliquant en termes de drama et storytelling donc juste avant. Du coup, le public semblait avoir besoin de souffler un peu et ce match avait tout l'air d'être là pour ça quoi, pour souffler, et un sacrifice un peu déplorable, je dirais, pour Piper et même Bayley, hein, d'ailleurs, déjà que son règne peine à décoller depuis son succès à Mania. C'est pas franchement le meilleur des cadeaux, ce placement de match. L'émotion de Piper n'est bien sûr pas feinte hein, avant ce match, et on peut aussi souhaiter d'ailleurs un bon anniversaire à Bayley qui fêtait ses 35 ans le jour de ce match. Les chants autour de Bayley étaient aussi bien sûr au rendez-vous, hein, comme on a pu l'entendre lors du kick-off de la veille et comme lors de chacune hein, de ses présences au Royaume-Uni. Chelsea Green se fera rapidement virer hein, par l'arbitre, hein, parce qu'elle a tenté de crocheter Bayley. Après, elle vient voir Charles Robinson, et puis Robinson va le dégager. Mais ce ne sera pas quand même la dernière fois qu'on verra Chelsea Green. Bayley se heurte à la puissance de Piper et tentera plusieurs descentes consécutives de la troisième corde pour la mettre définitivement à terre, mais sans succès. Le public applaudit Piper et on entend quelques chants à son nom. Bayley réussit un super Bayley to Bayley de la deuxième corde, pas la première fois qu'on le voit, et qui aurait pu aussi être un finisher crédible pour ce match, mais Bayley ne peut pas faire ce pin car elle souffre, et c'est là que Chelsea Green débarque de façon assez inattendue avec un masque de luchadora, hein, ça rappellera ce qu'a dit d'ailleurs Corey Graves, il l'a rappelé, la fameuse storyline avec Mickie James et avec Becky Lynch hein, à SmackDown, un grand moment. Le masque de la luchadora donc, et tout en gardant la même tenue hein, que précédemment, il y avait juste le masque en plus, donc ce qui rend la situation évidemment aussi grotesque qu'hilarante, mais au moins ça aura permis à Piper de récupérer suffisamment pour se dégager d'un pin tardif de Bayley, donc suite à ce Bayley to Bayley. Bayley s'en prendra alors violemment à Chelsea à l'extérieur, et Piper contrera alors un Rose Plant avec un très joli Michinoku Driver hein, qui aboutira à un très beau near fall de Bayley, et j'avoue que j'ai réussi à y croire, hein, l'espace d'un instant, et le public aussi, de toute évidence.
Le Black Hole Slam de Piper à l'extérieur était très beau aussi. Et on notera aussi le clin d'œil de Corey Graves à Abyss, hein, Joseph Parks, légendaire catcheur de la TNA et actuel road agent hein, chez VVE, hein, qui produit souvent des matchs et qui portait justement la même prise à l'époque, puisque Corey Graves dira alors Into the Abyss. Hein, donc je pense que la ref était assez claire. Le finish arrive alors de façon assez efficace, hein, spectaculaire, avec un magnifique crucifix driver porté par Bayley, le tout en maintenant bien la jambe. Victoire sans la moindre surprise, je dirais, de Bayley. L'idée de finir sur un roll-up, bah, c'était justement une idée que j'avais eue hein, dans ma précédente vidéo. Ça ne me semble pas être une mauvaise idée en termes de protection, d'autant plus que le crucifix driver est très bien porté et le cadenassage assez solidement appliqué. Ce résultat a tout de même pas mal plombé le public, hein, déjà qui semblait à ce moment-là à la recherche d'un second souffle, hein, en attendant de tout donner pour le main event. On notera les échanges de regards hein, entre Piper et Bayley après le match. On comprendra aisément ici tout le respect que Bayley peut avoir pour la challengeuse, mais on pourrait aussi se dire que dans les yeux de Bayley, bah, il y a aussi la volonté de délivrer un message à Piper hein, à distance, à savoir qu'elle vaut mieux que son association avec Chelsea Green et qu'elle serait meilleure en solo, hein, c'est ce qu'elle avait déjà dit à SmackDown, mais ça reste mon interprétation en tout cas. Le résultat était de toute façon cousu de fil blanc, hein, avec une Nia Jax qui était attendue pour affronter Bayley à SummerSlam. La cause semble aussi quasi entendue hein, désormais. Quant à l'évaluation de ce match, bah ça n'a pas été facile hein, d'avoir cette place du mort durant le show, après les quelques émotions vécues précédemment, et le gros match donc qui allait suivre juste après celui-ci. Les deux sont de bonnes catcheuses, hein, Bayley et Piper, et l'auront une nouvelle fois démontré, même si tout ne fut pas parfait dans l'exécution. Il y a eu aussi un peu de mollesse, hein, j'ai trouvé, et j'ai même trouvé le match meilleur dans les passages où Chelsea Green était encore aux abords du ring. Je ne sais pas si c'est lié ou non d'ailleurs. Piper a tout de même montré de quoi elle était capable et aura bénéficié d'un bon soutien du public, malgré une Bayley également populaire en face, qui n'aura pas spécialement endossé le rôle de la heel hein, pour l'occasion, non, elle aurait pu. Les courts moments avec Chelsea étaient aussi digestes que fun et n'ont en rien gâché ce match, hein, à mon sens. C'était totalement dans l'esprit du personnage et on aura évité l'écueil du mauvais overbooking. Le near fall frisson sur le Michinoku Driver était assez efficace et le finish parfaitement exécuté assez protecteur pour Piper. J'ai hésité avec le 3,5, mais j'ai finalement opté pour un 3,5. Match sympathique et globalement bien exécuté, au placement assez délicat donc pour les deux catcheuses. Peut-être un poil weekly-esque également, ce match. Le manque de suspense étant le principal problème, hein, quand même, il faut le dire. Reste à voir si ce match donc aura des conséquences quant à l'association entre Piper et Chelsea, car depuis que j'ai vu Chelsea, notamment et Ariana Grace, hein, ensemble à NXT, hein, c'est peut-être un one-shot, mais bon, on sait jamais. Depuis que je les ai vus ensemble, j'ai vraiment envie maintenant de les voir associés un jour. Cela pourrait être assez fun, hein, malgré le peu de qualité in ring qu'on aurait, mais au moins, d'un point de vue pure comédie, ça pourrait être un régal. Et on va passer maintenant au main event, au gros morceau de ce show, à savoir Damien Priest contre Drew McIntyre, 4 étoiles pour la note. Stipulation donc qui a été ajoutée à Raw. Je ne vous en avais pas parlé évidemment lors de ma vidéo prono parce qu'on ne le savait pas à ce moment-là. Ça s'est passé lors du dernier Raw, puisque dans le segment d'ouverture, Damien Priest hein, a envoyé Balor en pâture finalement contre Drew McIntyre, hein, donc ça continue de planter des graines entre Balor et Priest. Et la stipulation c'était que si Drew gagne le match contre Balor, donc dans le main event de Raw, le Judgment Day sera bad from ringside, donc à Clash of the Castle, donc il sera banni du ring, ce qui sera chose faite, hein, au final, bien entendu, on s'en doutait, victoire de Drew McIntyre. Du coup, c'est le genre de stipulation, en général, hein, qui généralement t'oriente vers une intervention extérieure, et donc la conservation de Priest. Bon, on a bien vu que ça aurait été à nouveau le cas ici. À nouveau, donc la déception de ne pas avoir eu Broken Dreams, hein, et même moins qu'à Cardiff, hein, au moins à Cardiff on aurait eu un petit bout, et là, en Écosse, même pas, hein, c'est quand même un comble. Cela étant, l'entrée de Drew fut fort chaleureuse et a tourné autour des 100 décibels, hein, on a vu la mesure, ça n'atteindra pas le même niveau que les Français, mais bon, c'était déjà pas mal. Le match commence plutôt bien, et il est plutôt bien équilibré. Malheureusement, bah oui, on est obligé d'en parler, il va être terni par un fait de match assez notable, celui de l'énorme botch de Damien Priest, hein, qui va s'élancer pour porter sa traditionnelle cabriole, hein, avec appui sur la corde, pour aller arriver sur son adversaire à l'extérieur, mais son pied va malheureusement rester accroché entre les cordes,
ce qui fait qu'il va finir la tête en bas, en pendaison, on va dire, pendant de longues secondes. C'est une image assez incroyable et saisissante pour probablement l'un des botches de l'année. Je pèse mes mots. L'image est incroyable, on se demande comment il peut faire pour s'accrocher aux cordes comme ça. Et peut-être même que ça l'a sauvé. Si c'était pas accroché comme ça, la chute aurait pu être vraiment terrible. Drew va tout de même jouer le jeu en lui donnant quelques coups de pied. Et va aussi réussir à le dégager lui-même en grand seigneur. Et le match va tout de même pouvoir continuer, mais très franchement, plus rien ne sera comme avant. Priest va boiter alors du début à la fin de ce match, et il est évident ici qu'il ne s'agit pas d'un work, et on pouvait même se demander si ce match pouvait se finir, vu l'état de sa jambe, ce qui aurait évidemment été un drame pour lui, comme pour Drew, comme pour le public écossais. Mais il faut tout de même saluer l'immense professionnalisme de Priest, qui continuera ce match jusqu'au bout. Et je pense qu'il a été pas mal salué en coulisses pour ça, et plus le fait, il le dit lui-même en conférence de presse, d'avoir été, parce que c'est lui qui a ouvert la conf de presse sur YouTube là, le post-show, et sans avoir été voir les médecins. Il a enchaîné son match par la conf de presse. Donc là aussi, on peut quand même le saluer pour ça. Le futur choc DDT de Drew ne suffira pas à abréger ce match. Priest, malgré la douleur, va jouer le jeu et fait même un bras d'honneur au public écossais. Il réussira même un Razor's Edge sur une seule jambe. Sur Drew, chose tout de même assez impressionnante à réaliser, faut quand même arriver à le soulever, le Drew McIntyre. Les échanges de droite pleuvent ensuite, histoire d'enflammer le public, le traditionnel ouh, voilà, qu'on l'a vu 100 fois. Priest réalise tout de même au courage des coups de pied circulaires avec sa jambe blessée. Priest se prendra un beau Claymore contre la barricade qui va bien sûr s'écrouler. Priest réussira ensuite un South of Heaven, mais dégagement de Drew. Priest a mal à la jambe, il repousse même l'arbitre, l'air de dire que tout va bien, je n'abandonne pas, et il va réussir tout de même un beau Hurricane Rana, nouvel exploit de sa part, vu son état, mais Drew va réagir de façon très vive après ce Hurricane Rana, de façon vive et brutale, avec un Claymore from out of nowhere. Là franchement, là-dessus, je me dis que c'est fini, mais Priest réalise un nearfall inespéré et très efficace à la grande déception du public. Moi j'y ai cru, j'avoue. Eddie Orengo, l'arbitre, esquive alors une charge de Drew et part à l'extérieur, mais se met à boiter. Priest va alors à nouveau percuter l'arbitre qui bumpera contre la barricade. Donc là, le gros de bump d'arbitre, il est plus là. Priest portera alors une powerbomb pour contrer un Claymore, mais Drew réussira un nouveau Claymore, mais évidemment, le classique, quand il n'y a pas d'arbitre, on porte le finisher, mais évidemment, il est plus là, l'arbitre, et la frustration est totale. Et on voit alors, au loin, un nouvel arbitre courir, et là, je me dis, alors on voit ça de loin, et je me dis que c'est possiblement Charles Robinson, un spécialiste des sprints, pour venir remplacer un arbitre blessé, on l'a vu souvent dans sa carrière, mais la caméra fait alors un plan fixe sur les deux catcheurs, alors que Drew est en plein tombé, ne dévoilant alors que l'arbitre de dos, qui va s'arrêter à ce moment-là qu'au compte de 2, et sur le coup j'avais même pas fait attention à l'identité de l'arbitre, mais l'effet désiré est assez bien exécuté, lorsque l'on découvrira qu'il s'agissait évidemment de Voldemort, dont on attendait son intervention quasi inéluctable, on savait juste pas comment il allait intervenir. Drew va alors le repousser dans le coin, mais Voldemort lui portera un coup de pied dans les roustons, le public hue évidemment ceux qui le voient, notamment un spectateur au premier rang qui n'hésite pas à sortir ses majeurs à l'encontre du fautif. Priest en profitera alors avec un ultime Staff of Heaven Shock Slam. L'arbitre arrivera alors à revenir, évidemment, grand classique, c'est toujours au bon moment qu'il revient, pour donc le compte de 3. La clim est énormissime, Drew est arnaqué par Voldemort pour la 3e fois, et après avoir vu une ou deux vidéos amateurs post-show, le public a réellement détesté cette fin de match en scandant des chants bullshit. Voilà, ça c'était à prévoir. Il était vraiment médusé ce public et dépité malgré les quelques fans de Voldemort qu'on le pouvait deviner au premier rang avec leur t-shirt, mais largement minoritaire bien sûr. On a pu aussi voir en post-show que McIntyre, voilà, il était tellement énervé qu'il s'en est pris aussi à Corey Graves, à Wade Barrett, les commentateurs. Alors évidemment, ce résultat ne va pas plaire à tout le monde, à l'image du Zayn contre Gable, mais à mon sens, autant je trouve dommage qu'il n'ait pas donné la victoire à Gable, autant ici, cette nouvelle désillusion de Drew à Clash of the Castle, qui plus est dans son pays, me paraît quand même logique et prévisible, à la fois à cause de la présence de Voldemort en Écosse qu'on avait pu deviner sur les réseaux sociaux à base de photos prises avec des fans, même dans une boutique de sport et on voyait avec le maillot des Celtic Glasgow, mais aussi la victoire surprise des Écossaises
qui semblait alors sceller le sort de Drew, hein, pour de bon à mon sens, hein, parce que pour moi à ce moment-là, je pense que l'idée c'était de donner au moins une victoire écossaise, et que là pour moi ça scellait la défaite de Drew, et puis bon voilà, on voulait faire monter la sauce à nouveau, et mettre une pièce dans la machine entre Drew et Voldemort. Donc ça a été chose faite. Et comme on dit souvent, jamais 203, avec cette troisième arnaque de la part de Voldemort envers Drew, hein, ce qui va permettre de faire monter donc cette sauce encore plus et de hyper au maximum les fans lorsque ces deux-là s'affronteront, hein, que ce soit au Money in the Bank ou bien, à mon avis, plus probablement à SummerSlam. D'ailleurs, à SmackDown, hein, le prochain SmackDown va avoir lieu à Chicago, et l'intéressé a laissé entendre, hein, en conf de presse qu'il viendrait pour probablement annoncer qu'il serait cleared, hein, ce qui peut donc réellement laisser ouverte la perspective d'un match, hein, au Money in the Bank peut-être, hein, mais possible aussi que Voldemort va participer seulement au Money in the Bank ladder match, hein, ce ne sera pas un contrat mais une participation simple de Voldemort au Money in the Bank, hein, s'il est cleared, et que Drew va alors évidemment, pour se venger, le faire perdre, le faire tomber de l'échelle, c'est aussi un autre scénario envisageable. Et ce que j'ai trouvé drôle aussi d'un point de vue symbolique, finalement c'est de voir que le seul compte de 3 que Drew sera parvenu à obtenir est celui du nombre de fois où il se sera fait arnaquer par Voldemort, hein. Bref, cela promet forcément un Raw demain mémorable, un must-see TV, hein, comme le dit Michael Cole, sans compter les débuts, hein, évidemment du Wyatt Six, qui seront scrutés avec beaucoup d'attention. Ça peut garantir à Raw une audience de feu, hein, peut-être même au-dessus des 2 millions, et je ne parle même pas des matchs de qualif, hein, du Money in the Bank, qui auront aussi lieu, hein, ça sera le début des qualifs, plus tout ce qui se sera passé, tout ce qui va se passer autour du Judgment Day et de l'Alpha Academy, hein, en espérant que Damien Priest n'annonce pas donc la vacation de son titre, hein, sur blessure, comme Rhea l'a fait récemment, hein, ce serait tout de même terrible, ce serait tout terrible pour le Judgment Day. 4 étoiles en tout cas pour ce main event qui reste de fort bonne facture malgré la blessure de Priest, dont je saluerai le professionnalisme et qui a dû beaucoup en baver pour finir ce match. Le catch est de qualité et la narration d'ensemble est bonne, et la fin, bien que prévisible, aura eu le mérite de nous surprendre avec ce rôle d'arbitre inattendu et de la part de Voldemort, dont on verra sur Twitter dans une courte vidéo backstage, hein, comment il en est arrivé à enfiler ce maillot d'arbitre, hein, que Jessica Carr lui a donné, et on suivra aussi avec attention la réaction des autres membres du Judgment Day, puisque Priest, hein, sera tout de même parvenu à gagner sans eux, hein, même s'il a pas mal été aidé quand même par une autre personne au final, mais ça aussi, ça sera intéressant à suivre, plus toutes les histoires bien sûr autour de Liv Morgan, de Finn Balor. Bref, Raw, je pense qu'il y a quand même beaucoup de matière, et donc en plus avec ce massacre annoncé, le massacre du 17 juin, j'espère que ce sera quelque chose de mémorable, un peu à l'époque comme à l'époque de la Nexus, quoi, où on avait fini bouche bée avec un show complètement hijacké, ring détruit et tout le monde va dire sur le carreau, quoi. Bref, on va voir ça. J'espère que ce sera réussi. Et évidemment, comme le Wyatt Six, il y a toujours des indices. Là, je vais enfin pouvoir en parler de ce qui va se passer une fois qu'ils vont se montrer. Il se dit qu'ils seront peut-être pas là au complet dans un premier temps. Il va peut-être manquer peut-être Joe Gacy, Alexa Bliss aussi, dont on n'est pas encore certain de sa présence. Mais à minima, les quatre noms, hein, les 4 noms de base, risquent d'être présents là, à Raw. On verra combien ils seront. Mais ça risque d'être peut-être par petits bouts qu'on va les voir et qu'on aura finalement la révélation du clan au complet. Ça sera à voir d'ici les prochaines semaines. Je pense que lors de mon prochain Monster Catch, je parlerai vite fait de faire un petit premier débrief des débuts du nouveau clan, hein, et vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà. Après, on attaquera bien sûr les pronostics de Money in the Bank et le top 5 comme d'habitude. Voilà. J'en ai terminé avec cette review de Clash of the Castle. J'espère que ça vous plaira. Et je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à partager sur Twitter, sur les réseaux sociaux, à me faire connaître, ça me ferait très plaisir. Évidemment, à commenter aussi en bas de la vidéo cette vidéo et dire ce que vous en avez pensé de ce show, hein, ce que vous avez aimé des matchs, ou détesté des matchs, des bookings que vous n'avez pas aimé ou aimé, vos notes, vos perspectives pour les weekly à venir, bref, ce que vous voulez, est-ce que ce show vous a plu ou non. Bref, je vous dis en tout cas très vite, comme je le dis dans ma vignette, déjà dans 2 semaines, le 30 juin,
ce sera donc le manchot catch numéro 31. On va revenir donc, je pense brièvement sur le Wyatt Six, enfin sur ce qu'on appelle pour l'instant Wyatt Six, hein, on va dire ça comme ça. Et donc les pronostics de Money in the Bank. Il y aura beaucoup de choses à dire. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine et de bonnes semaines à venir, hein, d'ici ma prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch. Et zero miedo. Ciao à tous.